Ma supérieure m'a refusé l'autorisation de me rendre à l'enterrement de mon père. Ce soir-là, j'ai décidé de récupérer tout ce que ce travail m'avait pris. J'étais encore sous le choc quand je suis entré dans le bureau de Sylvie. Ce matin-là, l'hôpital m'avait appelé, mon père était décédé. Une crise cardiaque, sans signe avant-coureur, sans que j'aie le temps de m'y préparer. Il était tout simplement parti. J'ai franchi la porte en sachant, avant même d'ouvrir la bouche, que j'allais devoir lui demander quelque chose qu'elle ne voulait pas m'accorder. Sylvie était derrière son bureau, imposante comme toujours, tapant sur son clavier comme si celui-ci lui devait de l'argent. « Bonjour » ai-je dit en m'éclaircissant la gorge. J'aurais besoin de quelques jours de congé. Mon père est décédé ce matin. L'enterrement a lieu en Bourgogne, j'aurai donc besoin de 4 jours. Elle n'a même pas levé les yeux. Elle a continué à écrire. Je peux t'en donner 2, a-t-elle dit sèchement. J'ai cligné des yeux. Il y a 4 heures de TGV et 1 heure de route pour y aller. Et la même chose pour revenir. C'est seulement à ce moment-là qu'elle a levé les yeux, sans une once d'empathie. Tu peux assister à la cérémonie en visioconférence. Je l'ai regardé fixement, essayant de comprendre si j'avais vraiment entendu cela. C'est mon père. Il m'a élevé seul depuis que j'ai 10 ans. Je ne vais pas regarder son enterrement sur Teams. Sylvie s'est adossée à sa chaise et a poussé un soupir, comme si je gâchais sa journée. Alors tu devras choisir. Nous sommes en pleine migration du système Norland. On attend de tout le monde d'être sur le pont. Cette phrase m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Cela faisait 3 ans que j'étais dans cette boîte. J'avais mis en place les processus que tout le monde utilisait. Je restais tard, je venais travailler malade, je corrigeais les erreurs des autres, je bouchais les trous que personne ne voulait toucher. Sérieusement, ai-je répondu, sentant la tension dans ma voix, je n'ai jamais posé un seul jour d'arrêt maladie. Je n'ai jamais rien demandé. Elle a haussé les épaules. C'est le monde de l'entreprise. On fait tous des sacrifices. J'ai baissé les yeux vers mes mains. Elle tremblait, non pas de tristesse, mais de rage. C'est d'accord, ai-je murmuré, 2 jours. Sylvie est retournée à son écran comme si je n'existais plus. Je suis sorti de son bureau sans ajouter un mot, mais ma tête bourdonnait. Je sentais ma poitrine se serrer. Je me suis avancé dans le couloir vers mon poste dans l'open space, dépassant ces mêmes bureaux gris où j'avais passé plus de 1000 jours, et c'est là que quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas une explosion. Non, ce n'était pas un esclandre. C'était quelque chose de définitif. Je n'avais pas l'intention de regarder en arrière, mais je l'ai fait. Je me suis retourné et j'ai observé cet open space comme si je le voyais pour la première fois. Les faux sourires, les regards éteints, les affiches sur le travail d'équipe qui se décollaient des murs. J'ai continué à marcher, mais je ne suis pas retourné à mon bureau, j'ai filé droit vers la sortie. Je suis resté assis dans ma voiture un bon moment sur le parking de la gare RER avant de rentrer chez moi. Les lumières du parking grésillaient au-dessus de moi comme pour me rappeler que j'avais encore le choix. Mais non, pas vraiment. Je savais déjà ce que j'allais faire. À l'intérieur de mon appartement, tout était calme. J'ai posé mon sac à dos, j'ai enlevé mes chaussures et je suis resté debout dans l'obscurité. L'horloge du four indiquait 23h47. Je ne me suis même pas assis au début. Je suis allé dans ma chambre, je me suis allongé sur le dos et j'ai fixé le plafond, comme s'il pouvait m'expliquer ce qui venait de se passer. Mon père était parti et pas une seule personne de ce bureau ne serait là quand nous l'enterrions. À 2h30 du matin, je me suis levé, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté au VPN de l'entreprise. Je l'avais fait des centaines de fois auparavant, les jours fériés, les week-ends, les nuits où les autres étaient trop paresseux pour réparer le désastre qu'ils avaient eux-mêmes causé. Mais cette fois-ci, c'était différent. Je suis allé directement dans mes dossiers. Je n'ai pas touché aux fichiers de l'entreprise, je n'ai pas touché aux données des clients ni aux documents de projet qui n'étaient pas les miens. J'avais mon propre arsenal, des choses que j'avais construites de toutes pièces juste pour que cette machine continue de tourner quand tout le monde s'en fichait. Des manuels d'intégration, des fiches de dépannage spécifiques par client, des structures d'appel API que j'avais documentées moi-même parce que personne d'autre ne savait comment elles fonctionnaient, des notes sur les tentatives ratées, des versions corrigées, des extraits de code débogués. Des sauvegardes de configuration. La majeure partie, je l'avais assemblée pendant mon temps libre, le reste, en comblant les lacunes que personne ne prenait la peine de remplir.
Et maintenant, j'allais tout emporter. Pendant que je travaillais, je me suis rappelé Sylvie disant que je devais choisir. Oui, j'ai choisi. J'ai commencé à compresser des fichiers, à crypter des dossiers, à exécuter des scripts de vérification. Mes doigts bougeaient par mémoire musculaire, mais ma tête était ailleurs. J'ai pensé à mon père dans le garage, me montrant comment utiliser correctement une perceuse. Si tu dois construire quelque chose, disait-il, construis-le comme s'il devait te survivre. C'était ce que j'avais fait au travail, et aucun d'entre eux ne s'en souciait. À 6 heures du matin, j'avais nettoyé jusqu'à la dernière version des lecteurs partagés. Disparu. Effacé du système. Remplacé par un seul fichier texte, documentation retirée par l'auteur original. Aucune sauvegarde disponible. Ensuite, j'ai ouvert un nouveau courriel. Objet, démission. Prise d'effet immédiate. Pas de discours, pas de remerciements, pas de « ce fut un plaisir ». Juste 2 courts paragraphes. J'ai joint la lettre, cliqué sur envoyer, fermé l'ordinateur et préparé mon sac à dos. Je n'ai même pas regardé mon téléphone. Il a commencé à vibrer vers 6h30, c'est sûrement l'équipe du matin qui découvrait qu'il manquait des fichiers. Je l'ai éteint. À 8h10, j'étais à la gare de Lyon, faisant la queue avec ma capuche sur la tête, mon sac sur une épaule et un billet de TGV pour Dijon dans la poche. L'agent de la SNCF au contrôle m'a à peine regardé. Je m'en fichais. Pour la première fois en 3 ans, j'ai senti que je ne jouais pas un rôle. Pendant que je montais dans le train, quelqu'un derrière se plaignait de sa place. J'ai eu envie de me retourner et de lui dire, au moins, votre père respire encore. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai continué à avancer. Siège du milieu, rangée étroite, aucun espace pour les jambes. Peu importe, je rentrais chez moi. J'ai regardé par la fenêtre pendant que le train quittait la gare. Je ne pensais pas au travail, ni à Sylvie, ni à Stéphane, ni à aucun d'entre eux. Mon esprit était dans la petite église de Beaune, dans la boîte de café en métal où mon père rangeait ses vis, dans l'odeur du vernis à bois, dans sa façon de siffler pendant qu'il travaillait, comme si le monde se brisait un peu moins quand on restait occupé. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait là-bas, mais je n'avais pas peur. Le TGV est arrivé peu après 14 heures. Dès que je suis descendu sur le quai, j'ai rallumé mon téléphone. Il s'est illuminé comme un sapin de Noël, 19 appels manqués, presque tous de Stéphane et de Sylvie. Les messages vocaux ont commencé à arriver avant même que l'écran de verrouillage ne se charge. J'ai écouté le premier. Salut, c'est Stéphane. On a remarqué qu'il manque quelques fichiers. Pourrais-tu m'appeler quand tu arriveras? Deuxième message, la voix tranchante de Sylvie. Nous allons faire remonter cela en interne. Si c'était accidentel, clarifie-le immédiatement. Troisième, une perle. À quoi tu penses? Ce n'est pas professionnel. J'ai lâché un petit rire et j'ai rangé le téléphone dans ma poche. C'était comique venant d'un type qui avait un jour oublié de prévenir un client que son contrat se renouvelait automatiquement au double du prix. J'ai récupéré la voiture de location, une Clio bleue poussiéreuse qui sentait la restauration rapide et la tristesse, et j'ai conduit vers le sud, en direction de Beaune. Plus je m'éloignais de la ville, plus il était facile de respirer. Le pavillon de mon père était exactement comme dans mes souvenirs, briques basses, toit en pente, une lumière sur le porche qui vacillait quand le vent soufflait d'une certaine manière. Je suis entré et l'odeur de vieux livres et de café noir m'a frappé, comme si le temps n'avait pas eu d'emprise. Ses bottes étaient toujours près de la porte. Dans la cuisine, il y avait une tasse à moitié pleine, comme s'il était sorti une minute et qu'il allait revenir. Je suis resté immobile, une main sur le cadre de la porte, m'imprégnant de tout. Cette nuit-là, je suis resté éveillé dans le garage. Je me suis assis sur l'établi pendant que le radiateur électrique bourdonnait dans un coin. J'ai commencé à fouiller dans de vieux tiroirs, des serre-joints, des ciseaux à bois, des petits tournevis. Dans le meuble du bas, j'ai trouvé une boîte métallique pleine de vieilles cartes de cyclistes du Tour de France, regroupées avec des élastiques, exactement comme il les gardait. Il ne collectionnait jamais pour l'argent, il disait que les statistiques racontaient de meilleures histoires que les visages. Le téléphone a vibré à nouveau. Pas besoin de regarder, c'était des courriels maintenant. Le premier de Sylvie. Objet, urgent. Accès à la documentation requis. Incident chez le client. Le deuxième, suivi nécessaire.
Migration incomplète. Le troisième est arrivé des heures plus tard, de la part de Stéphane. Peut-on prévoir un appel rapide demain? On voudrait parler de ta situation et de l'organisation pour l'enterrement de ton père. Comme ils ont vite appris son nom. J'ai cliqué sur répondre et j'ai écrit « Demain à 14 h, heure de Paris ». C'est bon pour moi. J'enverrai l'invitation. Sans formule de politesse, sans émotion. Juste les affaires. Je l'ai programmé exactement à 14 h, en plein cœur de leur date limite pour la migration de Norlan. Je savais ce que cela signifiait pour eux. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai regardé autour de moi. Le garage était silencieux, à l'exception du bourdonnement du radiateur et de quelques grincements de vieilles poutres. Il semblait plus vivant que n'importe quel bureau dans lequel j'avais travaillé. Je me suis adossé à la vieille chaise de mon père, j'ai posé mes pieds sur l'établi et j'ai regardé le téléphone vibrer à nouveau. Il paniquait. Bien. Maintenant, il pouvait ressentir ce que c'était que de perdre la seule personne qui maintenait tout debout. Le lendemain matin, j'ai préparé du café dans la tasse ébréchée de mon père, celle qui disait le monsieur bricolage. J'ai posé l'ordinateur portable sur la table de la cuisine, cette même table où je prenais mon petit déjeuner avant d'aller à l'école, avec la même vue sur la cour où mon père m'avait appris à tondre la pelouse en ligne droite. À 13h59, j'ai cliqué sur le lien de la réunion. Stéphane est apparu en premier, les yeux rouges, le col de sa chemise de travers, comme quelqu'un qui n'avait pas dormi. Ensuite, Sylvie s'est connectée, les cheveux tirés en arrière comme toujours, la bouche déjà pincée. Puis une troisième fenêtre est apparue, une femme à lunettes avec un visage qui criait le service juridique, ça se voyait dès la première seconde. Stéphane a parlé en premier d'une voix lente et répétitive. Avant toute chose, nous sommes vraiment désolés pour ton père. Je n'ai pas répondu. Il a attendu, puis il a regardé Sylvie. Elle est intervenue immédiatement. Nous avons besoin d'accéder à ta documentation. La migration est en train de s'effondrer sans cela. J'ai légèrement incliné la tête. Ma documentation? La juriste est intervenue. Elle a été créée sur le temps de l'entreprise. C'est considéré comme une production de l'employeur. J'ai lâché un rire bref, glacial. Vous parlez des scripts que j'ai créés en dehors des heures de travail? Des guides que j'ai élaborés parce que personne n'approuvait le budget de formation? Des notes que j'ai écrites pour qu'on ne me blâme pas quand Stéphane oubliait une réunion. Stéphane a froncé les sourcils. Ça ne change rien au fait que c'est la propriété de l'entreprise. Non, ai-je répondu, ce ne l'est pas. Cela ne contient ni données de clients, ni code source, ni propriété intellectuelle interne. Ce sont des outils. Mes outils. Je les ai construits parce que vous m'avez laissé le choix entre couler ou nager, et j'ai choisi de ne pas me noyer. Sylvie s'est penchée vers la caméra. L'équipe de Norlan ne peut pas terminer la migration. Les fonctions de reporting sont hors service. Les clients demandent où sont leurs tableaux de bord. J'ai pris une gorgée de café. On dirait un problème de personnel. Stéphane s'est frotté le front. Écoute, je comprends que tu sois en deuil, mais nous avons besoin d'une solution. J'ai hoché la tête. J'en ai une. Je ne vais pas revenir dans l'équipe. Je ne vais rien restaurer. Mais je peux travailler comme consultant. Les yeux de Sylvie se sont plissés. Pardon? 300 € de l'heure, ai-je précisé. Minimum de 20 heures payées d'avance. Je vous explique ce dont vous avez besoin, je réponds aux questions et je vous aide à franchir la ligne d'arrivée. Sylvie a explosé. C'est de l'extorsion. J'ai haussé les épaules. C'est la loi de l'offre et de la demande. Stéphane est intervenu rapidement. Nous ne pouvons pas approuver cette dépense sans passer par le service financier. Alors parlez au service financier, ai-je répondu, car l'horloge tourne et Norlan ne va pas attendre pendant que vous cherchez des sauvegardes qui n'existent pas. La juriste restait silencieuse, tapant sur son clavier. Et autre chose, ai-je ajouté. Je ne vais pas travailler selon vos horaires. Cette semaine, je m'occupe de la succession de mon père. Les appels dureront au maximum 2 heures par jour. Vous aurez le créneau que je vous donnerai. Silence. Sylvie semblait prête à exploser, mais Stéphane hochait déjà la tête. Peux-tu envoyer une proposition formelle, a-t-il demandé. J'enverrai les conditions. Quand je verrai l'argent sur mon compte, nous programmerons le premier appel.
Stéphane a de nouveau hoché la tête, comme si cela lui faisait physiquement mal. Nous allons accélérer la procédure. La juriste a parlé pour la première fois depuis qu'elle tapait. S'il vous plaît, ne supprimez plus aucun matériel lié à l'entreprise. Je l'ai regardé sans ciller. Il n'y a plus rien à supprimer. Vous vous trouvez déjà au fond du cratère. J'ai mis fin à l'appel. Je n'ai ressenti aucune culpabilité, je n'ai pas hésité, juste du calme. Ce calme qui apparaît quand on arrête de s'expliquer devant des gens qui ne se sont jamais souciés de nous. Le jeudi est arrivé, lourd à porter. J'ai mis une chemise noire froissée qui sentait encore un peu le garage de mon père. Je ne l'ai pas repassée, il ne l'aurait pas fait. La petite église était la même que celle où nous avions enterré ma mère. Le même vitrail, les mêmes bancs qui grinçaient, la même moquette qui semblait toujours légèrement humide, peu importe le temps. Maintenant, c'était le tour de mon père. Je suis resté au premier rang, les mains dans les poches, pendant que les gens entraient. De vieux voisins, des amis de son club de modélisme, quelques anciens combattants. Ils n'étaient pas sur leur 31, mais ils étaient tous là. Ton père m'a aidé à réparer le chauffe-eau pendant une vague de froid, m'a dit un homme en me tapant sur l'épaule. Il n'a pas voulu me faire payer. Une fois, il a réparé ma voiture et a refusé de prendre mon argent, a ajouté un autre. Même sa coiffeuse est venue, tenant une petite boîte de biscuits. Il détestait se faire couper les cheveux, a-t-elle ri, mais il m'apportait toujours une galette des rois en janvier. Je ne parlais pas beaucoup, je me contentais d'opiner du chef, d'en enlacer certains et de m'imprégner de l'instant. Puis je l'ai vu, Monsieur Chevalier, mon professeur de technologie du collège, descendre l'allée. Les mêmes lunettes épaisses, la même démarche raide. Il m'a pris dans ses bras comme si j'avais encore 14 ans. Ton père n'a jamais cessé de se vanter de toi, m'a-t-il dit d'une voix brisée. À chaque fois que je le voyais, c'était, mon fils a construit tout ce système à lui tout seul. Tu étais tout son monde. J'ai senti une boule dans ma gorge. J'ai seulement hoché la tête, je n'ai pas pu prononcer un mot. La cérémonie fut simple. Quelques prières, un cantique que mon père aimait. Un homme de la mairie a dit quelques mots sur la façon dont mon père réparait les bancs publics du parc quand les services municipaux tardaient à le faire. Ce n'était pas poétique, ce n'était pas long, mais c'était vrai. Quand ce fut terminé, je suis sorti, j'ai sorti mon téléphone et j'ai vu le chiffre, 27 appels manqués. Je l'ai rangé sans lire les noms. Je suis retourné à la maison. Sur l'établi dans le garage, il y avait un petit pendentif en bois, encore rugueux sur les bords, à moitié poncé, sans le trou percé. Je l'ai ramassé et je l'ai fait tourner entre mes doigts. Il le fabriquait pour moi. Je me suis souvenu qu'un mois plus tôt, il m'avait montré le croquis, il avait dit que c'était du noyer provenant d'un arbre qu'il avait abattu dans le jardin de tante Hélène. J'ai pris du papier de verre et je me suis mis au travail. Pas rapidement, pas délicatement, mais avec régularité. Je ne me suis senti ni fier, ni vindicatif, ni triomphant. Je me sentais juste lucide. Le vendredi matin, j'étais de nouveau à la table de la cuisine. Le café dans une main, l'ordinateur portable ouvert, les écouteurs sur les oreilles. L'appel avec l'équipe de Norland a commencé à 9h tapantes. Il y avait toute leur équipe, plus Stéphane, Sylvie et un type que je ne reconnaissais pas, avec la tête de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis 3 jours. Stéphane s'est éclairci la gorge. Nous avons dû repousser la présentation. Norland n'est pas content. J'ai pris une gorgée. Ça ressemble à un problème. Sylvie est intervenue, impatiente. Nous devons régler ça tout de suite. Il menace de se retirer du projet. J'ai hoché la tête. Alors commençons. J'ai partagé mon écran et je les ai guidés étape par étape, ligne par ligne, erreur par erreur. Des liens d'API brisés, 2 requêtes échouées, des scripts de reporting hors service qu'ils avaient essayé de rafistoler avec des solutions copier-coller. Un processus était mal configuré depuis 3 mois, je l'avais signalé en janvier, personne n'y avait touché. Stéphane a tenté d'accélérer le mouvement. Peut-on sauter le contexte et non les jeux coupés. Vous payez pour de la clarté. Vous obtiendrez de la clarté, pas des raccourcis. Il s'est tu. J'ai continué. J'ai répondu aux questions une par une, je n'ai rien édulcoré. Ceci s'est cassé parce que quelqu'un a effacé la logique de sauvegarde. Ce rapport échoue parce que la connexion à la base de données saute une exécution sur 3. Je vous l'avais dit en décembre.
Voilà ce qui arrive quand vous faites tout tenir avec du ruban adhésif et des stagiaires. À mi-chemin, plus personne ne discutait. Ils se contentaient d'approuver de la tête, tapant frénétiquement, comme des gens essayant de reconstruire un avion en plein vol. 1h47 plus tard, j'ai mis fin à la session. Stéphane s'est penché vers la caméra. Nous te remercions de ton aide. C'était nécessaire, a ajouté Sylvie. Nous aurons besoin de toi lundi pour finaliser le reste. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas dans notre contrat. Sylvie a froncé les sourcils. Mais nous avons encore des questions. Alors écrivez-les, ai-je dit. Le client Norland d'abord. Attends, est intervenu Stéphane. Tu es en train de dire que tu n'es pas disponible lundi? Lundi matin, je serai chez le notaire pour la succession de mon père, ai-je répondu. Question de priorité. Ils m'ont tous les deux regardé comme s'ils avaient oublié pourquoi tout cela se produisait. Sylvie a tenté de rattraper le coup. Bien, préviens-nous juste quand tu seras disponible. J'ai cliqué pour quitter la réunion. C'était l'avantage d'avoir été payé d'avance, je ne leur devais pas une seconde de plus. Le mardi après-midi, je me suis connecté à ce qui était censé être le dernier appel. Pas de salutations, pas de bavardage, juste leur visage. Comme des gens qui venaient de subir un accident. Stéphane était détruit, cheveux en bataille, cravate desserrée, voix basse. La démo s'est mal passée. Norland est furieux. Sylvie n'a même pas essayé de le cacher. Ils nous ont donné 2 semaines de plus pour réparer ça, après quoi ils s'en vont. J'ai hoché la tête une fois. C'était compris. Nous avons passé en revue la dernière série de questions, des ajustements de script, des problèmes de synchronisation de données, un rapport qui, pour une raison quelconque, affichait les chiffres de mars pour tous les mois. Mon ton est resté égal, calme, clair, professionnel. Il posait des questions, je répondais. Rien de plus. À la fin, Stéphane a regardé hors du champ de la caméra, puis est revenu vers moi. Avant de terminer, il y a encore une chose. Ça y était. Il s'est éclairci la gorge. Nous avons discuté en interne et nous voulons te faire une offre. Sylvie a pris les devants avant que je ne réponde. Un poste de directeur technique. En télétravail. Tu superviserais ta propre équipe. Nous embaucherions 3 personnes sous tes ordres pour commencer. Tu serais directement rattaché à Stéphane, elle a fait une pause, avec une augmentation de salaire de 50%. Stéphane a ajouté. Et tu participerais aux réunions de planification de la direction à l'avenir. Une vraie place à la table des décisions. La ligne est restée silencieuse. J'écoutais mon propre cœur, non pas parce que j'étais nerveux, mais parce que j'étais furieux qu'il ait fallu en arriver là. Je les ai regardés tous les deux. Leur visage disait tout, ce n'était pas de la gratitude, c'était du désespoir. Je me suis adossé à ma chaise. Vous ne m'offrez pas cela parce que je le mérite, ai-je dit. Vous me l'offrez parce que vous avez peur. Stéphane a tenté de m'interrompre. Ce n'est pas. J'ai levé la main pour l'arrêter. Non, n'essaie pas. Vous avez eu 3 ans. J'ai été utile tout ce temps, mais vous ne m'avez jamais traité comme quelqu'un de précieux jusqu'à ce que tout explose. Sylvie a baissé les yeux. J'ai enterré mon père la semaine dernière, ai-je poursuivi, et votre première réaction a été d'exiger l'accès à mon travail, et non de me demander si j'allais bien. J'ai fait une pause. Et maintenant, vous voulez me promouvoir. Stéphane a expiré lentement. Nous essayons de réparer nos torts maintenant. J'ai à peine souri. C'est trop tard. Stéphane a dégluti. Existe-t-il une version de cette offre que tu pourrais envisager? Non, ai-je répondu, parce qu'il ne s'agit ni du titre ni de l'argent. Il s'agit du fait que j'ai dû tout vous enlever pour que vous me remarquiez. Sylvie a chuchoté. Nous ne le savions pas. Ça ne vous importait pas, les jeux coupés. Et c'est là toute la différence. Un autre long silence. J'ai laissé planer le blanc, puis j'ai cliqué sur quitter la réunion. Net. Définitif. Mon père avait l'habitude de dire que les gens ne montrent leurs cartes que lorsqu'ils se sentent sous pression. Il s'est avéré qu'il avait raison. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un courriel de Karim, de la compta. Objet, mise à jour sur Norland. Je l'ai ouvert sans trop réfléchir. Salut. Norland s'est retiré.
3 autres clients réévaluent leur situation. J'ai pensé que tu aimerais le savoir. Pas de formule de politesse, pas de signature, juste ça. J'ai regardé l'écran une seconde. Je ne me suis pas senti fier, je ne me suis pas senti coupable, je n'ai pas non plus ressenti de pitié. Juste le sentiment de ce qui est juste. Ils avaient parié que j'étais remplaçable et maintenant, l'addition était arrivée. 1 mois plus tard, j'ai rejoint une PME à Lyon. 10 personnes au total, sans couche de hiérarchie au-dessus. Lors du deuxième entretien, le PDG m'a demandé « Comment vivez-vous la perte de votre père, et non que pouvez-vous faire pour nous, ni à quelle vitesse pouvez-vous commencer ?» Juste ça. J'ai pris mon temps pour l'intégration. Ils m'ont dit « La famille d'abord, le travail ensuite, sinon on finit par détruire les deux. » C'était comme respirer de l'air pur après des années à avaler de la poussière. 6 mois ont passé. J'étais bien installé. Je dormais enfin des nuits complètes. Le garage était propre, l'atelier de mon père réorganisé. Puis je l'ai vu, un message de Stéphane sur LinkedIn. Je sais que j'ai tout mal géré. J'essaie de changer. Tu avais raison sur toute la ligne. Ton père avait l'air d'être un homme extraordinaire. Je l'ai regardé un moment, non pas parce que je ne savais pas quoi répondre, mais parce que je me demandais si ça en valait la peine. Finalement, j'ai écrit, il l'était. Merci de le reconnaître. Et ce fut tout. Sans rancune, sans deuxième round. Juste une conclusion. Cette nuit-là, j'ai laissé le pendentif en bois sur mon bureau. Le noyer était désormais lisse. J'avais fini de le poncer 2 mois plus tôt, comme il l'aurait fait. Pas parfait, mais ferme. Solide. Comme lui. Parfois, le geste le plus fort n'est pas de tout réduire en cendres. Parfois, c'est de partir en silence, en emportant tout ce dont ils ne s'étaient pas rendu compte qu'ils avaient besoin, et de les laisser assis dans le vide que l'on a laissé derrière soi. Commentaire, je voulais prendre un moment pour partager avec vous ce qui me touche le plus dans ce témoignage. La véritable force ne réside pas dans la vengeance, mais dans la capacité à poser des limites saines pour se protéger. Nous passons souvent trop de temps à essayer de prouver notre valeur à des personnes qui refusent de la voir. Savoir partir en silence et avec dignité est parfois la réponse la plus puissante que l'on puisse offrir. Votre temps, votre énergie et votre dévouement méritent d'être accordés à ceux qui les respectent vraiment. Le deuil et les épreuves de la vie nous rappellent cruellement quelles sont nos véritables priorités. Il est essentiel de choisir la paix intérieure plutôt que de s'épuiser dans des combats inutiles. La guérison commence au moment où nous décidons de ne plus tolérer l'indifférence et le manque de respect. Je vous invite à toujours écouter cette petite voix intérieure qui vous dicte ce qui est juste pour vous. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais de privilégier votre bien-être profond. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.